Bonjour et bienvenue sur Human First, le podcast business qui parle plus d'humains que de chiffres. À chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de professionnels qui ont osé voir le monde du travail différemment. Comment ? En plaçant l'humain au cœur de ses priorités et de sa stratégie. Je suis Cécile Chaperon, entrepreneuse, RH, coach et militante pour un monde du travail plus épanouissant et plus responsabilisant. Et maintenant, place à notre invité du jour. Bonjour à tous, je suis absolument ravie de reprendre le micro et de vous présenter la saison 2 du podcast Human First. Pour cette deuxième saison, j'ai choisi de vous présenter Stéphane Riot. Stéphane œuvre depuis 20 ans à la transformation des organisations et des individus pour préparer le monde de demain. Pour ma part, je l'ai découvert il y a 10 ans dans son livre « Vive la co-révolution » qu'il a écrit avec Anne-Sophie Novelle. Je vous recommande encore chaudement ce livre, il est toujours d'actualité. Stéphane nous a aussi été recommandé par Vola Potinet dans la première saison et je la remercie grandement. Sans plus attendre, je vous présente Stéphane et je vous laisse découvrir son humanité incroyable, empreinte de spiritualité. Bonjour Stéphane. Bonjour Cécile. Je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast puisque tu nous as été recommandé par Vola, qui était une invitée de la première saison. Stéphane, est-ce que tu pourrais nous présenter Novetera ? Alors Novetera, c'est une aventure que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, qui est un écosystème un petit peu organique de chercheurs, d'experts, de facilitateurs aussi, d'accompagnants vers le monde de demain. Novetera, c'est un nom qui m'est venu, qui veut dire nouvelle terre, qui m'est venu comme une intuition. Et donc en effet, c'est basé sur la conviction qu'il y a une nouvelle terre qui est en train d'émerger, un nouveau monde. Il y a un changement de conscience dans les pratiques, dans nos sociétés, dans le monde qu'on vit, dans notre manière de consommer, dans notre manière de faire aussi nos organisations, faire du business comme on dit vulgairement. Et puis je me suis passionné par ce sujet-là et du coup je me suis engagé à suivre et à identifier cette nouvelle terre justement. Et donc elle prend plusieurs formes. Je dis souvent il y a la partie hardware, c'est-à-dire les nouveaux modèles économiques. Donc il y a eu les nouveaux modèles économiques au-delà du capitalistique, linéaire, compétitif, qui a été, l'économie collaborative, par exemple, l'économie circulaire, l'économie sociale et solidaire. Là, maintenant, un de mes derniers dada est sujet de recherche, c'est l'économie régénérative, dont on parle beaucoup actuellement. Et puis, ça, c'est la partie hardware, c'est-à-dire le modèle qui fait qu'une organisation fonctionne. Et puis, il y a le software, et ça, c'est mon autre dada, voire une passion, c'est la partie opérationnelle, comment fonctionne à l'intérieur une organisation, comment est-ce qu'elle peut se transformer, se préparer au monde qui vient, mais aussi il y a le software intérieur de chaque individu, des dirigeants, donc c'est leur capacité à se transformer à l'intérieur, d'être en capacité de changer leurs croyances, de changer leur logiciel en fait, le software, d'avoir et d'explorer de nouvelles formes d'intelligence, peut-être plus subtiles, peut-être plus en capacité d'écouter leurs émotions, d'être en capacité d'écouter leurs intuitions aussi, et puis aussi de développer d'autres capacités relationnelles qui vont créer peut-être plus de résilience, plus d'empathie, plus de capacité à l'entreprise, à l'organisation à être fluide et plus adaptable au monde qui vient. Tu accompagnes beaucoup de dirigeants justement, tu me disais, dans leur transformation intérieure. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Est-ce que j'imagine que c'est différent pour tout le monde, mais est-ce qu'il y a des grandes étapes ? Est-ce que les gens passent par des choses un peu similaires pour tout le monde ou pas ? Ah oui, alors c'est vrai que dans le cadre de l'activité soft de Novetera, c'est vrai que j'organise du coaching, bien sûr. Je fais du coaching individuel de dirigeants avec la méthode qu'on a développée, mais aussi je propose des retraites, donc des retraites soit dans un espace un peu isolé, soit carrément des retraites sur le chemin de Compostelle ou carrément dans le désert. On accompagne des dirigeants dans le désert assez régulièrement, on y retourne bientôt là. Et donc ça c'est l'expérience qu'ils vivent. L'idée c'est de vivre une expérience qui est pas juste de coaching ou d'accompagnement classique, qui va être vraiment quelque chose d'expérientiel, de sensoriel, peut-être qui va ouvrir d'autres champs parce que ça va se vivre sur d'autres corps, qui est pas juste le corps mental et la tronche, ça va être aussi quelque chose de l'expérience sensorielle, de reconnexion avec le vivant, donc reconnexion avec le temps long. Aussi la lenteur, de reconnexion aussi avec le vivant et le fonctionnement du vivant, comment se réinspirer de la nature pour redévelopper aussi un management, un leadership et une organisation organique
biologique, qui va respecter la logique du vivant. Donc voilà, ce sont des accompagnements assez expérientiels. Et en effet, ce que je constate souvent en ce moment beaucoup, notamment suite à la période Covid, c'est des dirigeants qui savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer, qui savent que le modèle sur lequel nous avons tous basé notre culture de la croissance, notre culture de la réussite, notre imaginaire et nos récits de réussite est en train de s'effondrer, parce qu'aussi ils sont, je pense, tout aussi au fait que n'importe qui de l'état de la planète, de l'état de dérèglement climatique, social, écologique, systémique, et qu'à l'intérieur d'eux, il y a soit une résistance au changement parce qu'ils savent que leur modèle est obsolète, soit un appel intérieur, carrément, d'une envie de contribuer à ça, en tant que dirigeant, parce qu'un dirigeant reste créatif et peut rester créatif de quelque chose de positif et même de quelque chose qui va contribuer à la bascule systémique vers un nouveau paradigme économique aussi, hein, et un paradigme civilisationnel. Je pense qu'on en est là. Et donc voilà, c'est aussi des gens que j'accompagne qui sentent qu'il y a quelque chose qui les appelle et qui se disent voilà, je sens que je suis pour être au rendez-vous de l'histoire, il faut que je sois au rendez-vous de moi-même, au rendez-vous de ce qui m'appelle à l'intérieur. Et puis pour ça, il faut parfois faire un petit peu de ménage avec ses croyances sur la réussite, la performance, la rapidité, ce que c'est qu'être leader, ce que c'est aussi de devoir lâcher et les nécessaires lâcher prise et les nécessaires deuil, j'allais dire, à mener pour sa vie, pour son leadership, pour sa posture, pour sa stature en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant que manager, quelle que soit la posture qu'on a au niveau leadership. Donc voilà, c'est ce type d'accompagnement un peu global où on se met un petit peu forcément en ouverture, donc en fragilité, donc en vulnérabilité, en tout cas en authenticité, pour aller écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur et se mettre au rendez-vous du monde, mais d'abord au rendez-vous de soi. Est-ce que tu aurais un exemple, une belle histoire d'un dirigeant que tu aurais accompagné et où il y aurait eu des vrais changements justement derrière cet accompagnement ? Ah j'ai heureusement plein de belles histoires. J'imagine. Oui. Alors, il y en a un qui me touche particulièrement. C'est parce qu'il a vraiment changé. Alors, je peux pas donner le nom de l'entreprise, mais c'est quelqu'un qui était directeur général d'une holding, d'une grosse entreprise qui travaillait dans BTP, bricolage notamment. Donc très industriel. Donc voilà, il est venu dans le désert avec nous et c'est vrai que au début, il était un peu en résistance parce que pour lui, c'était difficile de s'accorder une pause, mais il a bien senti que quelque chose devait se passer. Bon, c'est vrai qu'il a été un peu encouragé par sa femme à faire un break et à s'interroger sur le sens de son métier, parce que profondément, au fond de lui, c'est un humaniste. Et en fait, on s'en souviendra longtemps, c'était au milieu, il a été touché par quelque chose qui s'est passé dans un espace de vacuité, c'est-à-dire que c'est vrai, quand tu vas dans le désert, tu es en contact avec plus rien de ce que tu connais, tu perds tes repères, donc il y a un moment où on se retrouve en contact avec un espace de vide quasi sidéral pour certains, et puis un espace de vacuité pour d'autres. Et il a touché un espace d'intuition, d'une fulgurance absolue, et il a pris conscience de sa place dans l'écosystème, tellement petit comme un grain de sable au milieu d'immensité. Il a pris contact avec comme Freud appelle ça le sentiment océanique qui fait que tu te sens une petite goutte à l'intérieur de l'océan. Il a fait le même mouvement et il est redescendu de sa dune et il nous a dit non mais voilà, faut que je change profondément mon modèle, que je change la manière dont je fonctionne dans l'organisation. Il a totalement transformé le modèle économique de sa boîte. Il a aussi décidé de la quitter progressivement et de créer un fonds de dotation qui contribue encore maintenant à soutenir des projets de l'entrepreneuriat social et solidaire. Donc il a juste shifté et changé de vie en 5 ans, alors qu'il n'était pas du tout sur ce track-là au départ. Voilà, donc ça c'est un exemple, j'en aurais d'autres à te proposer, mais celui-là en tout cas on l'aime beaucoup parce qu'il a touché quelque chose de son être, quelque part, de quelque chose de précieux et de profond, et il a pris le temps pour ça, dans un moment d'arrêt. Il s'est remis en mouvement, toujours en tant qu'entrepreneur, mais d'un endroit plus profond en lui, plus en service du bien commun, plus dans une dimension sociale, solidaire, humaniste finalement. Et ça, pour moi, c'est un bel exemple du type d'accompagnement que j'aime offrir. Tu parles aussi de la logique des 4 éléments. Ça m'intéresse beaucoup que tu en dises un peu. Oui, alors les 4 éléments, c'est moi, si tu veux,
J'arrive de Bretagne, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup les symboliques un petit peu subtiles et en même temps les quatre éléments, c'est une logique un peu universelle. Hippocrate utilisait, qui était le père de la médecine, utilisait les quatre éléments. Il y avait même la logique des quatre humeurs qui permettait un peu de distinguer différents types de personnalités. Mais Platon, Aristote, les alchimistes utilisent la logique des quatre éléments. Et en fait, c'est une logique que j'utilise un petit peu pour expliquer ce qui se passe dans un organisme vivant, mais pour faire des ponts aussi avec ce qui se passe dans l'organisation. Et c'est vrai que c'est une logique un petit peu universelle et qui permet aux entreprises, aux organisations, mais aussi aux managers de mieux se connaître d'un point de vue personnel et de comprendre un peu avec quel type d'énergie ils sont occupés et quel type d'énergie ils sont porteurs. Par exemple, si je te fais un parallèle assez rapide, vous connaissez tous les quatre éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est quand je demande aux gens où est-ce que vous avez acquis la connaissance des quatre éléments, ils sont incapables de le dire, parce que finalement, c'est quelque chose qui est finalement très universel, qu'on a appris quelque chose qui était dans l'air, dans le champ, que je dis. Et du coup, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose d'assez universel auquel on est tous connectés. Bon, on a dit, il y a les 5 éléments, c'est des logiques légèrement différentes, mais c'est à peu près le même esprit. Et en fait, si on s'intéresse à l'énergie de la Terre, l'élémentaire, c'est ce qui constitue notre structure. C'est finalement nos os, notre ADN, notre identité, qui on est en tant qu'homme ou femme, notre culture, nos noms de famille, etc. Donc l'élémentaire, c'est ce qui nous constitue. Donc dans une organisation, l'élémentaire, c'est en effet ce qui la constitue, c'est son ADN, c'est ses valeurs, c'est sa raison d'être, sa raison sociale, les lieux peut-être dans lesquels elle opère. Donc ça, c'est ce qui est représentatif un petit peu de la structure, de la fondation, des fondamentaux de l'organisation et de l'organisme. L'élément O, c'est typiquement l'élément qui nous constitue à 80%, qui permet de mettre en contact quelque part et en connexion tous les organismes et les organes de notre corps. Et l'eau, c'est aussi l'élément qui nettoie, qui apaise, qui guérit. Et donc, c'est l'élément de communication, d'échange biochimique à l'intérieur du corps. Et c'est la même chose avec une organisation. L'élément O, c'est ce qui permet les échanges entre individus, les échanges entre systèmes, mais c'est ce qui permet par l'échange aussi de créer de la fluidité, des échanges, de l'empathie, de l'écoute, et puis parfois aussi de la guérison à l'intérieur d'un système. Donc l'élément feu, c'est l'énergie, tout simplement. On a tous besoin de feu. C'est l'énergie qui est brûlée quelque part par notre système pour fonctionner. C'est l'énergie dont on a besoin en permanence pour être en vie, pour se sentir vivant. L'élément feu dans une organisation, c'est ça, c'est l'énergie, la motivation, c'est l'engagement, c'est le leadership. La motivation ou le manque de motivation, c'est la capacité à gérer son énergie ou peut-être de trop en donner. Parfois, on donne trop de feu dans une organisation, donc on finit par faire un burn-out. Là aussi, on est vraiment dans le feu. Et donc, en effet, c'est une énergie aussi qui est à gérer, qui est à être équilibrée dans un système vivant, donc dans un organisme vivant, donc dans une organisation. Et l'élément R, c'est l'élément qui permet l'inspiration, la respiration d'un organisme vivant. C'est l'élément exogène qu'on inspire dans notre corps, qui est le comburant du feu, qui est le comburant et le nettoyant de l'eau, et qui permet de régénérer les tissus et les systèmes vivants. Donc c'est un peu le système qu'on inspire de l'extérieur et qui va régénérer le système vivant. Et donc dans une organisation, l'air, c'est aussi l'inspiration, donc l'intuition, donc l'innovation. Donc ce qui va être l'élément extérieur, exogène, qui va permettre de se renouveler, de se réinventer. Donc si on rattache chaque élément un petit peu à des fonctions dans l'entreprise, il y a des fonctions de terre qui sont un peu les fonctions compta, juridique, gouvernance, qui permet de tenir la boutique et son fonctionnement. L'élément haut, c'est toutes les fonctions ou les postures un peu d'échange, d'écoute, de partage. L'élément feu, c'est ceux et celles qui vont porter l'énergie. Donc ça peut être les commerciaux, ceux qui vont aller chercher du business, mais ceux aussi qui vont motiver les équipes. Donc c'est aussi les managers, les leaders, les chefs d'équipe. Et puis dans l'innovation, c'est surtout les postures innovantes. Donc les gens qui vont faciliter l'intelligence collective, l'intuition, les chercheurs, les créatifs. Voilà, donc en effet, on se rend compte que dans un collectif, il y a besoin de tous ces éléments-là, dans une même magnitude. Parfois, bien sûr, on est sur un élément plus que d'autres, et il faut juste avoir conscience que dans une organisation, il faut un petit peu de tout, et prendre conscience que parfois, il y a des éléments qui sont en excès, ou des éléments qui sont en trop peu, et qu'il faut trouver ce moi j'appelle l'homéostasie. Donc c'est cet équilibre entre les éléments pour que l'entreprise devienne équilibrée. Ouais, c'est intéressant. J'y vois même
un parallèle RH avec mon ancienne casquette de RH. C'est-à-dire que j'imagine même que dans une fonction qui pourrait être plutôt une fonction air ou terre, ou qu'à l'intérieur de cette équipe, il y ait besoin quand même d'un peu de chaque élément. Tu vois ce que je veux dire? Qu'il y a une personne qui peut avoir un caractère qui soit plutôt feu, et avec quand même quelqu'un qui ait aussi un caractère plutôt eau, terre, et d'essayer d'équilibrer même à l'intérieur d'une équipe. C'est hyper intéressant. J'aime bien les tests de personnalité, les choses comme ça pour pouvoir constituer une équipe. Et ça, c'est encore une autre approche. C'est tout à fait ça. En fait, c'est un peu proche de DISC finalement. Je me suis rendu compte de ce test-là. Ouais, tout à fait, avec les couleurs. C'est celui-là auquel je pensais. Voilà. Et ben c'est vrai que, mais je m'attendais pas à ça. Mais en effet, c'est vrai que c'est un peu comme un test de personnalité. D'ailleurs, à chaque fois que j'utilise ce modèle-là des 4 éléments, ben je fais une sorte de test de personnalité d'une équipe, hein, et ça marche plutôt très bien. Et ça permet aussi quelque part de se rendre compte, non pas de l'élément qu'on porte, mais de l'énergie qui va avec. C'est-à-dire que derrière, il y a un comportement, il y a une habitude, il y a une forme de vibration quelque part, hein. On a une personnalité, elle est porteur d'une énergie particulière. Quelqu'un qui est qui a beaucoup d'énergie, qui peut parfois être un peu avoir une forte personnalité, peut-être parfois impatient ou frustré facilement ou se mettre en colère facilement. Clairement, c'est l'archétype du feu, ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie à revendre, à donner. Et quand tu prends conscience que tu es porteur, un peu comme si tu étais maître du feu quelque part, maître de cette énergie-là, à prendre conscience que parfois ça a des dimensions hyper positives pour un collectif, mais que parfois ça peut aussi avoir des effets délétères. Prendre conscience de ça, ça te permet aussi déjà de prendre conscience qu'il y a d'autres types d'éléments disponibles et qu'il y a d'autres types de personnalités autour de toi, et que faut apprendre aussi à créer ces espaces de rencontres, de soins aussi des uns des autres. Et ça permet de créer une sorte de conscience collective et de soins en effet de cet équilibre. Ouais, et puis de pas recruter toujours le même type. Exactement. Si on recrute que des feux, ça risque d'être compliqué, ou que des terres, ce sera d'autres problématiques aussi. C'est ça. Tu vois, quand tu es dans un cabinet d'avocat, un cabinet juridique, il y a beaucoup de terres parce que voilà, c'est les normes, c'est la règle, c'est le droit, c'est pas le droit. Parfois ça manque d'air cette histoire parce que ça manque un petit peu peut-être de fantaisie, ça manque peut-être un peu d'ouverture. Par contre, quand on est une start-up, quand on a une super bonne idée et qu'on part sur cette idée-là, on a besoin d'énergie à revendre matin, midi et soir et week-end, et de se griller, avec son feu créateur. Et il y a un moment, cette start-up aussi, elle a besoin de structure, elle a besoin de feu, elle a besoin de gens qui vont structurer sa croissance, sinon ça va devenir une fusée et avec tout le monde qui va être grillé au passage, quoi. Quand on a préparé l'interview, on a pas mal parlé de spiritualité au travail. Alors parfois, dans le monde de l'entreprise, ça peut être un gros mot. En tout cas, il y a certaines organisations qui rejettent ça, mais il y a aussi certaines organisations qui commencent à s'ouvrir aussi à ça. Toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à la spiritualité dans le travail? Je tiens à préciser, quand je parle de spiritualité, je parle de spiritualité non religieuse. Bien sûr. Que c'est pas du tout rattaché à une croyance, à une obédience particulière. Je reste persuadé, et c'est une conviction depuis des années, que tant qu'on retrouve pas la connexion avec qui on est profondément, avec notre esprit, mais allez, on va remplacer spiritualité par le mot sens, par exemple, tout simplement. Si on trouve pas du sens à qui on est et à notre place au-delà de notre place dans l'univers, ça on le laisse à la philosophie et à des moments où on peut vivre ça en dehors de l'entreprise. Et il y a un moment, savoir qui on est, quelle est notre place, être en capacité d'occuper sa place dans un espace où je me sens en cohérence, en cohésion avec qui je suis et ce que je me sens profondément à l'intérieur, et peut-être des aspirations et des envies, des élans que je peux sentir d'un autre endroit. Et bien là, cet alignement-là fait que je suis remis en sens, et je suis à la bonne place dans l'organisation. Je me rends compte, encore une fois, si on doit à nouveau parler du Covid, qu'il y a plein de gens qui ont vécu aussi une crise de sens pendant cette période-là. Pour moi, ça a été une période absolument bénie, où les gens ont arrêté de bosser et de fonctionner pour se poser enfin la question, non mais attends, en fait, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert mon métier? À quoi ça sert mon œuvre? À quoi je contribue? Et donc, il y a eu une énorme crise de sens dans les organisations. Des gens qui se sont dit je peux pas continuer à faire comme ça, ou d'autres qui au contraire se sont dit oh là là, mais je ne connais que ça et je vais me recommencer comme en 40 à la fin de la pandémie et plus me poser de questions. On a les deux mouvements, mais c'est vrai que pour répondre plus précisément,
La dimension spirituelle, c'est aussi la dimension de l'être à l'intérieur. Je pars du principe, en tout cas c'est une vraie conviction, c'est que on est tous appelés quelque part à apporter quelque chose, peut-être de particulier, qui attend d'être révélé au monde et à sa juste place. Parce que tu vois, on a aussi besoin dans le monde qui vient de gens qui vont avoir des compétences différentes, qui vont avoir des qualités relationnelles différentes, qui vont peut-être avoir des qualités humaines différentes que sont l'humanisme, la solidarité, l'écoute, l'empathie. Je pense qu'on rentre en ce moment dans une période de crise assez intense. On n'en voit que le début, à mon avis, sans vouloir être oiseau de mauvais augure. Et il va falloir entrer dans une logique peut-être les mains ouvertes, le cœur ouvert et l'esprit ouvert, comme le disait Otto Scharmer dans la théorie U. Eh bien, tout ça, il va falloir qu'on l'apprenne. Et ça, pour moi, ça passe aussi par une reconnexion à quelque chose de plus grand, de ce à quoi nous servons de manière beaucoup plus large, au service du bien commun, tu vois. Ça va inviter quelque chose de plus subtil, qui est juste qui je suis, ma fonction, ma fiche LinkedIn et mon CV. Et je le sens de plus en plus dans les entreprises que j'accompagne, dans les conférences que je donne, dans les ateliers qu'on me demande de faire. On descend dans ces dimensions-là de plus en plus maintenant. Parce qu'il y a une vraie crise de questionnement du why, quoi, le pourquoi. Quelle est ma mission, qui je suis au fond, quels sont mes talents, est-ce que je peux les révéler, les réveiller au monde pour être pleinement qui je suis, et aussi quelque part contribuer à ce mouvement, à cette transformation qui est en cours dans le monde. Et ça demande aussi de l'esprit, en tout cas la connexion à des trucs plus subtils que juste des fonctions et des compétences. Tu vois, là on est plus de l'ordre du potentiel à révéler que de la compétence à trouver. Et c'est là où pour moi cette dimension est différente, peut-être plus difficile à palper, s'invite dans nos organisations actuellement. J'en veux pour preuve, tu vois, le fait que il y a des générations entières qui interrogent le sens du travail, que maintenant il y a des gens qui touchent le bore-out, c'est-à-dire qui perdent le sens au travail et qui perdent même la motivation de travailler. Donc, tu vois, je pense qu'on touche quelque part une crise de sens, au-delà d'une crise économique, et je pense que c'est un sujet dont il va falloir nous occuper. Et là, t'en parles beaucoup sur un plan individuel, donc vraiment qui je suis moi, à quoi je sers, etc. Finalement, les organisations, on voit bien un mouvement aussi dans les choses de façon plus collective, le mouvement des entreprises à mission. Mais bien sûr. Pour moi, c'est typiquement ce que tu es en train de dire, mais d'une façon plus globale, collective. C'est ça. Mais oui, bien sûr, on a tous besoin, à un moment, une entreprise, qui est une organisation, qui est un organisme vivant, a besoin de trouver du sens à ce pourquoi elle est là, sa raison d'être. Et c'est pour ça, en effet, pour moi, ça arrive pile poil dans la même magnitude au niveau collectif, où s'interrogent les entreprises, se dire finalement, c'est quoi notre mission? Au-delà de notre raison sociale, c'est quoi notre raison d'être? Pourquoi on est là? Et à quoi on sert? Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin, collectivement, en tout cas, j'invite les entreprises collectivement à se poser la question au-delà d'une jolie raison d'être, de se dire à quoi on a envie de servir, au-delà de qui on est, plus grand que nous, dans un champ de conscience plus large que nous, au service du bien commun. Qui sommes-nous? Alors j'ai aussi un petit bonus pour les écouteurs, les auditeurs, pardon, parce que ça m'avait vraiment passionné quand tu m'as parlé de ça. C'est la courbe du deuil dont tu parlais quand on a préparé l'interview. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce sujet? Oui, écoute, cette courbe du deuil, inconsciemment ou consciemment, on est tous en train de la vivre en ce moment, individuellement ou collectivement. La courbe du deuil, c'est la fameuse courbe de deuil qui a été développée par Elisabeth Kübler-Ross. Je pense que tout le monde la connaît. En tout cas, c'est une chercheuse et médecin américain qui avait accompagné des gens sur les derniers moments de leur vie, au moment du passage. Et en fait, elle en a fait une courbe qui est universelle. Et je pense que nous sommes tous en train de vivre régulièrement cette courbe du deuil dans nos vies. Moi, je sais que les entreprises que j'accompagne pour leur parler du monde qui vient et des nouveaux modèles économiques, forcément, ça les inspire intellectuellement et ils se disent super, ça a l'air sympathique votre histoire. Mais je sais qu'au même moment, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a un deuil de l'ancien qui est en train de se faire. Et donc souvent, quand j'interviens, je leur dis, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas si ça vous inspire et si ça vous intéresse ou si au contraire vous êtes en résistance. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe pour vous. Et typiquement, on est en train de commencer la courbe du deuil. Donc, la courbe du deuil, c'est différentes étapes. Tu vois, c'est d'abord le choc d'apprendre, comme une personne apprend le choc qu'elle va décéder ou une personne
est décédé, eh bien une entreprise, je leur dis souvent, un peu de manière un peu bravache, je leur dis votre modèle économique est mort. Donc on va devoir commencer par le commencement, c'est-à-dire vous annoncer que c'est foutu et vous pouvez plus continuer à faire comme vous faisiez avant. Et donc va falloir transformer. Donc il y a déjà cette phase de choc, d'apprentissage de la nouvelle, et forcément derrière il y a l'espace de sidération, l'espace où on est en contact avec une partie en soi qui dit mais c'est pas possible, qui est sous le choc quoi. Et derrière vient naturellement cet espace un petit peu de marchandage, de colère ou d'émotion, selon ce qui se passe. La courbe du deuil n'étant absolument jamais linéaire, mais il y a souvent une période d'émotion, on va dire, on va commencer par celle-ci, qui s'exprime, que ce soit de la tristesse, soit de la colère, soit de la résistance, etc. Et vient ensuite cette notion de marchandage, de oui, vous avez peut-être raison, mais on a toujours fait comme ça, ou oui, vous avez peut-être raison, mais c'est pas exactement comme ça que ça va se passer. Qui vous dit que c'est comme ça que ça va arriver? Voilà, typiquement les climato-sceptiques souvent sont sont de très bons marchandeurs oui. de la réalité climatique. Donc voilà, jusqu'à vivre un moment ce qu'on appelle la dépression. Donc c'est le moment où l'être a du mal à résister à la nouvelle et que ses arguments contre ou en opposition commencent par s'effilocher et se terminer. Et vit ce moment un peu quelque part d'acceptation, d'apathie, pour justement développer l'acceptation et se remettre en mouvement, qui sont les deux dernières étapes. Se remettre au mouvement, on l'espère avec un peu plus de joie et d'énergie, vers une nouvelle étape de vie. Et donc en fait, le deuil, je l'utilise énormément en entreprise. Ça m'arrive de faire des cercles de dirigeants ou des COMEX ou des CODIR en disant voilà, on va mourir. Et votre entreprise, elle est sur le point de mourir. Imaginez-la, projetez-la dans quelques temps où c'est fini. C'est un moment très difficile à vivre parce que ça rentre en rupture et en opposition avec leur croyance qui est tout va continuer comme avant, business as usual comme on dit. Là, je suis désolé les amis, mais ça marche plus du tout. Et j'ai assez d'années de recul pour montrer que les modèles économiques sont en train de se transformer, qui sont invités à se transformer rapidement. Donc cette courbe du deuil, elle est confrontante, mais en même temps très utile pour se rendre compte à quel endroit on est dans la courbe. On peut bien sûr très régulièrement revenir en arrière, retourner dans une phase de marchandage, d'émotion, de résistance, mais c'est normal, c'est la nature humaine. Mais comprendre que nous devons passer d'un état ancien qui n'a plus lieu d'être parce qu'il s'effondre par lui-même, qui est basé sur les ressources avec lesquelles nous travaillons, les modèles économiques avec lesquels nous travaillions anciennement, aussi les modèles de gouvernance sur lesquels on est posé, sur nos modèles de fonctionnement qui sont complètement obsolètes. Et bien jusqu'à ce nouveau modèle qui est en train d'apparaître, qui est partout, complètement visible, détectable partout. C'est cette nouvelle terre dont je parle et que je passe mon temps à détecter. Voilà, le nouveau monde est là. Plus vite on va faire le deuil de l'ancien monde et se préparer à ce monde qui vient, et plus le deuil et la courbe du deuil sera courte. Et plus ce sera facile. Et plus ce sera facile. Tout à fait. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas. Je peux le confirmer. Oui, mais en même temps, la nature humaine a beaucoup de mal avec la mort. C'est un vrai sujet de tabou. Moi, ça fait des années que j'organise des cercles de parole sur la mort pour des aidants. Voilà, le sujet est un sujet tabou qui est retiré de notre société. Et malheureusement, on est dans une construction mentale, individuelle et collective où on doit en permanence si je m'intéresse au fil des saisons, l'entreprise, elle pense qu'elle doit être au printemps-été, printemps-été, printemps-été en permanence. Alors que nous avons aussi un automne, nous avons un hiver. Et jusqu'à présent, nous n'avons, à part des règlements climatiques qui nous mélangent un peu tous les cartes, mais globalement, nous avons tous printemps-été et automne-hiver, individuellement, collectivement et organisationnellement. Et sinon, on peut pas préparer le printemps et l'été sans avoir fait d'automne et d'hiver. Exactement. Et donc voilà, c'est aussi rentrer dans la joie du deuil, dans la joie de et si on apprenait à lâcher ça, et si on apprenait à lâcher ce modèle économique auquel on est attaché, ce mode de fonctionnement qui est traditionnel chez nous, mais il n'y a plus rien de traditionnel. Il y a maintenant tout à réinventer. Et donc les seules choses traditionnelles à conserver, c'est les valeurs humaines qui permettent de traverser ces espaces-là de difficultés. Dans la plus grande résilience possible individuellement et collectivement. Stéphane, tu es en train de faire un tour de France, un Nové Tour. Un Nové Tour, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, c'est quoi l'objectif de ce tour? Oui, écoute, avec Novéterra,
moi, je passe mon temps à explorer le monde de demain, les nouveaux modèles qui apparaissent et de rencontrer ces fameux changemakers. Donc, c'est vraiment ça ma passion, c'est de montrer, de présenter. Voilà, regardez, cette nouvelle terre apparaît, elle est là, elle est présente partout. Et en fait, j'ai eu une petite appel intérieur aussi, aussi à quitter la région parisienne, je dois avouer. Il y a 9 mois exactement aujourd'hui, donc le jour de notre enregistrement. Et donc, oui, j'ai quitté la région parisienne fin 2022 et depuis 9 mois, je suis en exploration, donc dans ce nouvel tour qui est l'objectif, c'est d'aller à la rencontre des projets, des territoires, mais aussi des personnalités inspirantes, des changemakers que je trouve sur le chemin. Et en fait, je me rends compte que des projets, il y en a partout. C'est-à-dire, il y a pléthore de projets qui contribuent au monde de demain. Voilà, franchement, vous allez autour de vous, renseignez-vous partout où je vais. J'ai fait les 4 coins de la France déjà, et puis je suis allé aussi en Europe un petit peu, Belgique, Pays-Bas, Espagne. Vraiment, il y a des projets incroyables qui contribuent pour moi, qui sont branchés sur ce nouveau paradigme, sur cette nouvelle conscience pour demain. Par contre, ce qui m'intéresse dans ce voyage, c'est aussi l'objet de ma recherche, c'est d'identifier le portrait robot du changemaker, c'est-à-dire de savoir à quel endroit il ou elle est branché, savoir à quel endroit est branché sa conscience, ses idées, son cœur, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que il ou elle reçoit cette inspiration, cette intuition folle d'être acteur de changement dans un monde qui change pas ou qui a du mal à changer. Qu'est-ce qui fait qu'il développe ou qu'il ou elle développe son feu intérieur, sa foi, sa ferveur, et qui se dit c'est ça que je veux faire, c'est à ça que je suis appelé, et c'est ça que j'ai envie de contribuer, même si le monde entier lui montre que c'est pas possible et que parfois il se prend des murs, son projet s'éclate ou est détruit, ou il doit tout refaire et pivoter, quoi. Et puis aussi savoir un peu dans leur histoire, à titre personnel, où est-ce que c'est branché. Est-ce que c'est branché dans un espace où ils ont besoin de réparer quelque chose de leur histoire, ou se prouver quelque chose, ou quelque part aussi, pour certains, répondre à une urgence extérieure, à l'état du monde qui s'écroule. Ils se disent, faut que je fasse quelque chose avec ça, et ils rentrent dans une posture un peu réactionnelle. Et donc moi, mon objectif, c'est vraiment d'identifier, un changemaker qui est vraiment, j'allais dire, écologique de son énergie. D'où vient son énergie, d'où viennent ses idées? Est-ce que ça vient d'un espace réactionnel à l'intérieur de lui? Ou est-ce que ça vient d'un espace où il a carrément une fulgurance, une intuition folle, et il se dit, c'est moi, je suis la bonne personne pour porter ça. Et quels sont ces espaces de résilience, d'adaptabilité, et qu'est-ce qui fait que c'est quelqu'un qui va rayonner et qui va inspirer, qui va emmener des gens avec lui. Et pour moi, c'est important maintenant de prendre conscience que il y a plein de gens inspirants partout, et à quel endroit ils sont branchés, et quelles sont les inspirations et les enseignements qu'on peut recevoir de ces acteurs de changement, pour devenir nous-mêmes aussi peut-être éventuellement appelés à contribuer à leur projet, ou éventuellement s'y mettre nous aussi. Donc c'est un petit peu ça l'objet de ce Nové Tour, de cette recherche. Donc tu te doutes bien que je rencontre des gens incroyables partout. Je rencontre des gens qui ont des idées folles, et en même temps ça marche, parce que les synchronicités, parce que leur projet est tellement inspirant qu'il y a des gens qui viennent les aider. Et puis voilà, c'est des rencontres, quoi. Et donc j'ai envie aussi dans ce tour de montrer que le monde change, que la France bouge, que l'Europe change, et que il y a des modèles inspirants qui sont absolument partout. Et malheureusement, on les voit pas dans les journaux télévisés aux 13h ou aux 20h, et c'est bien dommage. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est mettre mon énergie et mon aura au service de démontrer qu'il existe ces nouveaux modèles, et qu'il y a des acteurs de changement partout, et qu'il suffit de les rencontrer et de suivre leur exemple. Et comment tu vas ensuite restituer ça? Alors ça, c'est le sujet, parce que je vis aussi quelque chose pour moi aussi, donc c'est tout un truc aussi intérieur aussi pour moi, d'être en itinérance, en exploration, donc c'est aussi un challenge. Donc je dois aussi passer du temps à structurer mes expériences, à les compiler, à écrire les gens que je rencontre, les interviews que je fais. Donc je voulais moi aussi faire un podcast à un moment au début, et puis et c'est vrai que j'ai rencontré tellement de gens que du coup j'avais trop de matière. Donc j'en ai fait une cartographie déjà qui est disponible en ligne, mais je vais de plus en plus là dans les mois qui viennent proposer des mini rencontres un peu comme celle qu'on a tous les deux sur un Zoom. Une rencontre avec un novétérien, une novétérienne, comme je les appelle affectueusement, quelqu'un qui a un projet incroyable et que j'ai envie de montrer. Et vient qui veut, vient qui se sent inspiré, écouter son parcours, son discours, mais aussi beaucoup ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle,
pour peut-être créer des vocations. Et peut-être il y aura un bouquin, je sais pas. J'ai déjà un bouquin terminé, donc on verra. Il y en a peut-être un deuxième. Mais en tout cas, je recommande à beaucoup de gens de faire cette expérience parce que voilà, ça m'ouvre plein d'horizons, ça m'ouvre plein de possibilités, ça m'ouvre des magnifiques rencontres et des synchronicités. Et j'ai vraiment, ça me redonne espoir en fait sur ce monde qui vient et sur cette nouvelle terre. J'imagine, ouais. Et si on veut justement te suivre, connaître ce que tu proposeras éventuellement, tes Zooms, t'es sur LinkedIn, c'est où? Ouais, je suis sur LinkedIn, Facebook. On peut suivre là sur mon site Novetera. Il y a une cartographie sur GoGoCarto. Mais voilà, sur LinkedIn et Facebook, je papote pas mal et je raconte un peu mon histoire. Sur Instagram aussi, je me suis dit que j'allais me remettre un peu plus sur les réseaux sociaux. Voilà, ça a été 9 mois un petit peu d'abord de gestation de comment je vis l'aventure. Et là, je vais commencer à nouveau à être un peu plus visible pour partager mon histoire. Ok, bah merci en tout cas. Stéphane, qui aimerais-tu entendre à ce micro? Eh bien écoute, à ce micro, j'aimerais bien te proposer d'interviewer Vincent Houba, qui est mon meilleur ami aussi, qui est associé avec moi dans Novetera. Grande personne qui travaille sur les architectures invisibles. Un grand monsieur inspirant qui travaille sur la dimension subtile aussi de nos organisations et qui daignerait être connu. Eh ben Stéphane, je te remercie vraiment beaucoup pour cet épisode. On est allé sur des dimensions pas complètement habituelles dans ce podcast, même si quand même il y a des petites touches de temps en temps. Donc je te remercie vraiment pour ton authenticité et puis pour ta façon de proposer des nouvelles choses pour ce monde. Merci beaucoup. Ouais. Bah écoute, on essaye et merci à toi de me permettre d'être le porte-voix de toutes ces initiatives. Hein, c'est inspirant. Merci Stéphane. Et merci pour ton podcast. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!